On parle souvent des personnes qui quittent leur pays pour tenter l'aventure ailleurs. Mais qu'en est-il de ceux qui reviennent ? Back to Bled est le podcast de celles et ceux qui ont pris cette décision et qui vous racontent leur parcours. Ici, pas de récit taillé pour briller, pas de success story formaté, juste des retours d'expériences sincères avec leur lot d'imprévus, de vérité, de déception, mais aussi de joie, de fierté et d'acceptation. Marhaba bik f Back to Bled. Il faut bien planifier l'entrée parce que le retour au Maroc n'est pas aussi facile qu'on le croit. C'est notre pays, on a vécu ici peut-être ou pas. Apprendre à vivre ici au Maroc. Une pression sociale parce que déjà, mes parents qui disent « mais tu étais très bien en France, tu avais ton poste et tout, qu'est-ce qui t'amène ici en fait et tu démissionnes ?» Donc cette pression en fait, que tu n'avais pas à l'étranger, tu pouvais tout vivre. Là, il y a le regard des autres qui pèse très lourd. On va aller au sommet du Maroc. Elle est partie de la pancarte. Et dire qu'on existe beaucoup. La CEP existe. C'est vrai qu'on n'est que 10 000, 15 000. Aziza, marhaba bik Back to Bled. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui fait de l'épisode. C'est un épisode qui est spécial car on n'a pas eu l'occasion trop de se parler avant. Donc, juste pour faire un peu pour expliquer aux gens qui nous regardent aussi, Aziza m'a été, on va dire, conseillée par Sonia Okasha, qu'on salue pour l'occasion, et qui m'a dit il faut que tu rencontres cette femme-là, elle est extraordinaire et elle a beaucoup de choses à te raconter et de la valeur à apporter à ton projet. Donc, Back to Bled, podcast vidéo spécialisé dans les témoignages de personnes, enfin, on va dire de Marocains, qui sont partis vivre une expérience à l'étranger et qui sont rentrés vivre au Maroc. Le but ici est de donner un maximum d'informations à tous les Marocains qui souhaitent rentrer, d'accord ? Donc, on sait aujourd'hui qu'il est un peu difficile de décider de rentrer, surtout si on a passé une longue période à l'étranger, ou là, si on est né à l'étranger. Et donc, du coup, grâce à des témoignages comme le tien, on va essayer de donner un témoignage réaliste, tel quel, grâce à ton vécu, à ton expérience, savoir un peu qu'est-ce qui t'a poussé à partir, à revenir, et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui. D'accord ? Donc, avant de te laisser te présenter, j'aimerais te poser deux petites questions que je pose tout le temps au début de l'épisode. La première, c'est pourquoi tu as accepté l'épisode ? Et la deuxième, c'est quel était le rêve de Aziza quand elle était plus jeune ? Ok, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation, Jamal. Ça me fait plaisir de te rencontrer, de te voir. Donc, Sonia m'a parlé de toi il y a 2-3 semaines. Elle m'a dit, même plus, Aziza, est-ce que ça te dirait de faire un podcast avec quelqu'un en fait, qui est sur un truc Back to Bled et tout, pour les Marocains qui reviennent au Maroc et tout. Je lui ai dit, avec grand plaisir. C'est quelque chose qui me parle, sachant que ça fait 2016, 8 ans, 7 ans qu'on est rentré au Maroc. Et l'idée, voilà, en fait, je me suis dit, je serais curieuse de voir en fait qu'est-ce qui tourne à travers ce podcast. Donc voilà, là par rapport à la première question. Deuxième question par rapport à mon enfance, c'est ça ? Oui, et, le rêve que tu avais quand tu étais enfant. Quand j'étais enfant, en fait, à quel âge ? Enfant bébé, enfant 10 ans ? Là où tu as commencé à réfléchir, à avoir un peu de conscience. En fait, j'étais une fille très rêveuse. Un de mes rêves, en fait, je pense que je suis en train de le réaliser à travers ce que je fais. C'était de faire quelque chose qui va avoir un impact pour le Maroc. En fait, j'ai toujours rêvé de rencontrer Sa Majesté, le roi. Bon, à l'époque, c'était pas Mohamed VI quand on était petit, mais c'est quelque chose en fait dont je rêvais et je voulais vraiment avoir de l'impact. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'animait. Il y avait des personnages, des personnes en fait qui m'influençaient beaucoup quand j'étais petite, et c'était ça mon rêve en fait, on va dire. Ok. Donc c'était rencontrer Sa Majesté Hassan de Lahmou. Le roi. Ok. Le roi. Après, je pense que, on va dire jeune, adolescente, c'est là où il y a eu Mohamed VI qui est passé. Et du coup, cette envie-là, c'est encore jeune et tout, ça te touche encore plus. Mais j'avais aucune idée de projet, j'étais encore jeune. Tout ce que je savais, c'est que je veux faire des études et je veux faire quelque chose pour le Maroc.
Et donc, c'est très bien, ça permet de faire une transition pour la suite. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement depuis ton enfance jusqu'à la décision de partir à l'étranger, en France, D'accord. Donc, dans ton cas? alors, depuis mon enfance, donc moi, j'étais quelqu'un de très studieux. J'ai première de la classe, très, pas, le genre de fille où en fait on avait très peur d'elle, où on voulait pas être très copine avec elle. Mais Elle n'avait pas le temps. pas le temps, pas le temps. J'adorais les maths. C'est quelque chose c'est une matière que j'aimais beaucoup, où j'ai même réussi à avoir le premier prix au niveau des Olympiades en maths au niveau de la région de Casa. Tabarakallah. C'est quelque chose que j'aimais Waouh. beaucoup. Ce qui m'a mes vacances, c'était les maths. Bon, bref, c'était un peu drôle en fait. Ou quand je m'ennuyais, c'était prendre un exercice de maths, sachant qu'en fait j'avais un frère aussi matheux qui m'influençait beaucoup, et du coup en fait je voulais vraiment avoir cette concurrence avec lui, lui montrer que aussi je peux le faire. Ton grand Et frère ou là? grand frère De combien de différence? de 5 ans. Donc 5 grand ans. frère, Oui, vraiment. oui. Et donc après, enfin, j'ai fait prépa. En fait, je n'avais eu qu'une seule idée en tête, c'est faire des classes préparatoires et devenir ingénieur comme lui, et voilà, avoir une grande école d'ingénieur. Tu as fait quel lycée au Maroc? J'ai fait un lycée privé qui s'appelle Medina, en Medina, oui. Californie. Sciences maths, bien sûr. C'est un truc Maths. logique en fait à cette époque-là. Et puis j'ai fait classe préparatoire à Tours. En partant en France, j'ai fait les classes préparatoires MP ici et MP étoile en 5,5. Donc je ne rêvais que d'avoir en fait une grande école. Je voulais faire Centrale Paris à l'époque. Et en 3,5, j'obtiens Centrale, j'ai obtenu en fait Centrale Nantes en concours, et je voulais vraiment avoir quelque chose de plus grand, et ce rêve-là en fait de Centrale Paris. Le hasard a fait que pendant cette année de 5,5, je tombe malade pendant la période juste avant la période des concours, et ce qui m'a obligée à être, j'étais hospitalisée pendant 3 mois. Donc, j'ai raté toute la période des concours sans qu'ils sachent vraiment ce que j'avais dans mon corps. En fait, on avait eu une inflammation, mais ils ne savaient pas où c'était. J'avais beaucoup de fièvre et ils ne savaient pas. Ils savaient pas, donc je leur ai dit juste au moment où il y aura le concours central, je m'en fous, je sors même avec mes sérums et tout. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais je me rappelle très bien, en fait, j'ai vomi sur la feuille de mon épreuve de maths, la première qu'on passait. Alors, Et pour là, comprendre, désolé, je te coupe, oui, c'est-à-dire que juste avant la période des concours, tu tombes malade. oui, une semaine. Et tu penses que c'était lié à quoi? Stress ou Alors, stress ou pas, je ne sais pas à l'époque, mais en fait, on m'a diagnostiqué par la suite d'une maladie 3 ans après. Donc, j'ai raté ces concours-là. En fait, je n'ai pas pu passer. On m'a proposé de faire 7,5. Mes parents, c'était hors de question que je refasse une autre année en prépa. Et donc, j'ai intégré l'INSA, donc, à Blois. Donc, l'INSA à Centre-Val de Loire. C'était pas loin. Et il y avait mon copain qui était à cette école-là à l'époque. Donc, on va dire que ça se goupillait bien. Enfin, en fin de compte, j'ai rejoint l'utile à quelqu'un l'agréable, c'était bien. Exactement. Très dur, en fait, d'accepter cet échec pour moi à l'époque, parce que je voulais quelque chose, je visais l'excellence. Et pour moi, c'était pas l'excellence que je méritais, ou plutôt que je me suis fixée comme objectif. Et donc, je fais mon école d'ingénieur, un peu pas fière de moi, jusqu'à ce que mon frère, en fait, il vient chez moi, pas un ingénieur, un autre, et qui me dit Aziza, je vais te raconter l'histoire d'une tortue. Oh. Une tortue qui rêvait de faire le tour du monde. Je comprenais pas le sens. Il me dit non, en fait, il est venu, il m'a dit c'est quoi ton rêve? Je lui dis je sais pas. Je lui dis je veux juste devenir ingénieur. Il me dit mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire par la suite? Et je lui dis je sais pas. Il m'a dit je vais te raconter l'histoire d'une tortue. Et cette tortue voulait faire le tour du monde, et tous les animaux se sont moqués d'elle parce que bon, lente, Doucement. voilà. Et puis elle a tenu tête, et en fait elle s'est fixé cet objectif en elle. Et puis 2 ans, 3 ans après plusieurs difficultés, plusieurs échecs, en fait elle a réussi à faire son tour du monde. Il m'a dit en fait tu t'en fous du chemin que tu vas parcourir, que ça soit Centrale ou INSA ou autre,
mais c'est plutôt ton objectif. Et je pense que c'était le déclic qui a fait que j'ai repris en fait mon sérieux au niveau et cette passion en fait pour les matières scientifiques. Et je finis en fait mon école d'ingénieur en fait en temps en fait bien classée. Et là, on me donne le micro pour parler. J'ai dit ben cette tortue est arrivée. Je me Oh. retourne, j'ai vu mon frère qui était en larmes. Et effectivement, en fait, j'ai réussi en fait à arriver en fait à cet objectif-là. Et ce qui était génial, c'est que j'ai intégré dès la sortie d'école. En fait, j'ai pu faire mon stage fin d'études j'ai fait mon stage deuxième année chez Safran, donc des grandes boîtes, et puis mon stage fin d'études chez General Electric dans la région parisienne. Donc, j'étais à Paris et j'étais en fait avec des centraliens, des grandes écoles, et en fait où j'ai pu manager de ces gens-là. Et je me suis dit, ben, en fin de compte, c'est pas l'école qui compte, mais plutôt la personne. Et à Alors, la juste fin, avant, parce que oui, là, tu m'as dit beaucoup de choses. Donc, tu as un profil très sérieux, oui. matheux, première de la classe. Tu vas pour faire tes concours. Il arrive ce qu'il arrive. Oui. Et donc, ce que j'ai oublié, c'est Dis-moi. qu'en dernière année, on me diagnostique une sclérose en plaques. Oh putain. Donc, c'était encore en fait le choc juste avant l'école et juste avant le diplôme. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et soit je vais abandonner le tout, soit je vais me dire, c'est une nouvelle vie qui commence. Wow, putain. Et ce qui était drôle dans l'histoire, c'est qu'on me diagnostique cette sclérose en plaques un 24 août 2009 et je suis née un 24 août Non. 1986. C'était le jour de mon anniversaire. C'est un message, ça. Donc, je leur ai dit, j'étais au Maroc en fait en vacances. Enfin, je préparais pour ma soutenance fin d'études. Et là, je leur ai dit, on fera pas, je sais plus, à l'époque c'était 23 bougies, mais je mettrai juste une seule bougie. C'est le ma début. vie, c'est ma vie qui reprend. Wow, putain. Et donc, en fait, j'ai d'où ce message-là, en fait, à la fin de l'année, en fait, quand j'ai La pris mes tortue. coétos, la tortue, bah oui, c'est la tortue, en fait, j'ai pas besoin d'être très rapide ou très vive mais il faut juste s'accrocher, en fait, et trouver de la passion dans ce qu'on fait. Parce que oui, tu as raison, parce que la vie, c'est un marathon au Bien final. sûr. Donc, il faut trouver son rythme pour arriver Mm. au but. Mais déjà, je suis désolé parce que tu m'as. Non, pas du Je tout. m'y attendais pas à C'est pour ça. cela que je voulais pas trop Mais te aujourd'hui, je te parler. vois, tu as l'air en forme, tu as l'air bien. Et donc, Très bien, alhamdoulilah, je pense alhamdoulilah. que. Elle est toujours là. Mais Elle m'accompagne depuis 15 ans. Et en fait, on cohabite. vous avez appris à faire connaissance. On a appris à faire connaissance. C'était très difficile au début. Donc, on m'annonce le diagnostic de la sclérose en plaques. Et puis, en fait, je me suis dit, il faut que je continue à bosser, que je sois bien dans ma vie. C'est pas quelque chose qui va me bloquer. Et ce que je pense, j'ai fait de bien, et c'était grâce à mon médecin à l'époque en France. Il m'a dit, on va faire un deal. Toi, tu ne cherches absolument pas sur Internet ce mot-là. Ouais, bien. Et moi, je te soigne de la meilleure façon possible. Magnifique. Et en fait, j'ai respecté le deal. Je n'ai jamais mis le mot sclérose en plaques sur Internet. Donc, je ne savais pas ce que c'était exactement. Et je ne savais pas que ça pouvait être une maladie handicapante. Mais je trouve que c'est bien, c'est toujours mieux. C'est une bonne approche où ça m'a permis vraiment en fait de me challenger et de pousser un peu plus les choses à fond et de continuer à croire en mes rêves. Donc, j'intègre en fait Général Electric, on bosse. Je passe de Général Electric, en fait, j'ai fait une mission, j'étais intégrée chez eux en tant que consultante. Je finis ma mission et là, je pars en 2011, c'était 2010, chez Valeo, dans l'automobile, en tant que Task Force Manager. En fait, c'était l'époque où il y a le tsunami au Japon, où il y avait une très grosse crise automobile. Et là, je gère en fait 14 sites au niveau monde. Sur toute la partie mécanique et composants électriques, parce qu'il y avait en fait une crise au Japon. En fait, on était monofournisseur et beaucoup de challenges, beaucoup de défis à réaliser en fait en cette période-là. En fait, je ne voyais rien du tout. En fait, je devais juste bosser. La maladie est là ou pas là. En fait, je continue à bosser. Je me marie. En fait, je me marie en 2010. Grâce à la CEP, parce que j'ai pu en fin de compte présenter mon mari, mon copain à l'époque, à mes parents grâce à la sclérose en plaques. J'étais au Maroc et ma mère, elle me dit,
je pense que c'est l'occasion à ne pas rater pour présenter ton mari à ton copain à ton papa. Vas-y. Je pense qu'il est un peu pas dans la conscience totale, tu peux le présenter. C'était la bonne période. Donc, il m'a pas laissé tomber, enfin, malgré le diagnostic. Et on s'est mariés en 2012, on a eu notre premier garçon. Magnifique. Et là, en fait, encore une nouvelle épreuve dans la vie où la sclérose en plaques, elle arrive avec une grosse intensité après la grossesse et j'ai perdu un peu l'équilibre et au niveau de ma jambe. J'avais un peu de difficulté à marcher. Jambe gauche, droite? Droite. En fait, c'est toujours le côté droit chez moi. Bon, là, l'avantage, je suis gauchère, donc ça va. C'est bien. Et du coup, toujours mon médecin qui me dit « Prends la poussette, tu es en congé mat et balade-toi à Paris ». Et c'est ce que j'ai essayé de faire malgré la difficulté. C'était un peu lourd. Et après 3 mois, tout est redevenu normal. Et là, il me dit, c'est un miracle. Vole, saute, cours, fais ce que tu veux de ta vie. Je lui dis, je ne peux ni voler, ni sauter. On va essayer de courir. Oh, et c'est là où le déclic de la course à pied a commencé. J'ai commencé à courir, c'était très difficile. 1 kilomètre me paraissait très compliqué. J'avais des décharges électriques au niveau du dos. Et petit à petit, 1 kilomètre, 1 kilomètre 200. Et je voyais qu'il y avait une course, c'est la parisienne, à Paris. C'est au mois d'octobre, je pense, ou septembre. 6 kilomètres 700, c'est pour les femmes atteintes du cancer du sein. Et là, j'ai dit à mon mari, je vais participer à cette course. Il me dit, t'es folle. 6-7, je vais le faire. Je me suis inscrite et j'ai réussi. Magnifique. Et je pense que ça, c'était le vrai déclic pour moi, pour commencer des 10 km, des 15 km et tout. À la même période, en fait, où j'étais dans cet état-là, où j'ai perdu un peu la marche parce que j'arrivais même pas à attraper très bien le stylo, je passais mon entretien chez Safran. Là, tu maintiens un niveau de travail, Oui, d'exigence très élevé. En fait, parce que je ne voyais pas de lien entre ma maladie et mes rêves et tout. Je disais, il y a rien qui me bloque dans ma tête. En fait, ça corrélait absolument pas. En fait, c'est pas parce que tu es malade. Effectivement, en fait, elle est là. Il y a des crises qu'on appelle des poussées qui arrivent de temps en temps. Donc, je suis hospitalisée 3 jours pour des corticoïdes. Et puis, hop, en fait, dans ma tête, c'est un rhume que tu soignes et puis tu reviens. C'était banalisé à un point très, très dangereux même. Et d'où ça te vient, ça, justement, cet état d'esprit de... Franchement, je suis quelqu'un de très positif et je me laisse pas abattre. Et j'ai déjà en fait le fait qu'on prépa cet échec-là, peut-être que ce qui était lié à la sclérose en plaques, parce que je pense que ça avait commencé. C'est très difficile à diagnostiquer la CEP, et sachant que je savais mal exprimer ce que j'avais comme symptômes au début. Et je m'accroche, en fait. Je me dis, c'est une difficulté, allez, on tourne la page et on continue. Et je garde le sourire. Je garde le sourire. Et en fait, ce qui est un peu bizarre dans l'histoire, c'est que mon frère, qui m'a toujours inspirée et qui était là en train de me dire les maths, etc., il a eu la sclérose en plaques au même âge, à 19 ans, quand il était en prépa. Mais je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il avait parce que je voyais qu'il était toujours ambitieux, je le voyais faire du sport, il était en Allemagne, il bossait. Donc pour moi, elle fait rien. Et vu que j'ai jamais cherché, donc je me dis c'est pas quelque chose de dramatique. J'étais pas là en train de dramatiser les choses. C'est quelque chose qui vient. Il disait que c'était pas héréditaire ni génétique. C'est un hasard que ça soit 2 dans la famille. Bon, peut-être que j'aime trop mon frère pour avoir la même chose. Et donc voilà, en fait, je continue. Donc je passe mon entretien chez Safran. Et là, le DG, c'était une création de poste. Le dernier entretien avec le DG des RH qui me disent, c'était un poste de management, vous êtes malade. Vous avez une maladie, vous le cachez. Et là, j'ai tout posé, parce qu'en fait, j'arrivais pas à écrire. Je prenais même pas de notes. Et je lui ai dit oui. Il y avait mon chef direct, le DRH et le DG.
je vais vous dire une chose. Effectivement, j'ai une sclérose en plaques, je n'ai pas honte de le dire. Et si ça vous dérange que j'intègre la boîte avec cette maladie, je préfère arrêter l'entretien tout de suite. Claire. Parce qu'elle ne m'a jamais gênée. Je continue à réfléchir normalement, comme tout le monde, même plus. Et voilà. En fait, donc si Et pourquoi il dit ça? Parce que ça se il voit a, ou là, juste non, il l'a il a senti? détecté. Je pense il doit avoir quelqu'un de sa famille parce que j'ai jamais su pourquoi. Mais il a dit, je savais qu'il y avait quelque. C'est un gars, mais que j'adore en fait. Ça fait Ouais, longtemps que ça j'ai crée un quitté. lien. Oui. Et là, mon chef direct, il a commencé à pleurer en disant, mais c'est pas cool ce que vous faites là et tout. Je dis, mais non, c'est rien. J'ai pas honte à le dire. Et puis, de toute façon, un jour ou l'autre, j'allais le dire. Et donc, on a arrêté l'entretien. Une semaine après, c'est le directeur de la boîte qui m'appelle. On n'est pas dans une petite structure, c'est Oui, pas une Safran, PME. ouais. Et il m'appelle, il me dit, je n'ai jamais fait ça. Pour appeler quelqu'un, mais d'abord, bravo pour votre courage. Désolée, en fait, si j'ai un peu dérangé. Et je vous appelle pour vous dire, je vous veux dans ma boîte. Incroyable, putain. Et j'ai dit, OK. Et La vie. En fait, j'étais en train de stopper. J'ai dit, OK, mais à condition, ne jamais me considérer comme quelqu'un de malade. Donc, il me dit, tu veux combien en termes de salaire? Waouh, c'est génial, là. Je peux tout négocier, là. Donc, j'intègre Safran. Et là, en fait, j'étais Master Data Manager sur 3 sites, Mexique, la Tunisie et le site à Paris. Et je pense que ça a beaucoup fait changer les choses dans ma vie, cette expérience, parce qu'il m'a fait trop confiance. Il m'a donné énormément de responsabilités. C'était quoi ton rôle, on va dire, globalement? C'était, en fait, je gérais toute la partie database de la boîte au niveau industriel sur les données logistiques, supply chain, c'est-à-dire les stocks de sécurité, la partie valorisation de stock, les paramètres d'approvisionnement, les paramètres aussi industriels, bref. Et sur un logiciel, en fait, qu'on avait un ERP, je mettais en place un ERP et en même temps, il m'a mis en fait en défi, il m'a donné du paramétrage Java, sachant que je n'ai jamais Touché à la technique informatique, quoi. en tant qu'administrateur un PLM, un Product Life Cycle Management, pour gérer les phases de cycle de vie des produits aéronautiques. Et je disais, mais c'est pas possible, je suis en période d'essai, il veut que je quitte la boîte. Mais je pense que c'était le plus gros défi à l'époque. Et j'ai réussi, en fait. C'est-à-dire, soit je bloquais toute la boîte, parce que, c'est-à-dire le logiciel, en fait, il était utilisé du service prototypage jusqu'à la finance et service client. Et en fait, c'est un flow cycle où tu dois changer le paramètre de l'article pour le passer en série pour la vente. Et en fait, si ça bloque, il n'y a rien qui sort. Ça bloque au niveau du... Et en fait, j'ai bossé comme une tarée des nuits et des jours pour bien paramétrer, apprendre de la chose. Et franchement, j'ai été très valorisée au niveau de la boîte parce que c'est quelque chose, je me rappelle très bien, en fait, le logiciel s'appelait Agile. Et je rentrais dans le service, surtout études et recherche. Agile m'a tuée, Aziza m'a tuée. Mais c'était un gros défi. Déjà, en fait, tu rentres en tant que jeune, marocaine. Période d'essai. Ouais, mais après, ça a été validé et tout. Et franchement, une très, 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 très belle expérience. Et donc, je tombe enceinte en 2014. Et là, il me dit, le DRH, tu veux faire quoi? Nous, en fait, on propose des évolutions pour les personnes après le congé maternité. Et je lui dis, je rêve toujours d'une grande école que j'ai pas réussi à avoir. Et là, je pense pendant mon congé maternité, je reprendrai des études. Il était là, le DRH, je me dis, mais vas-y ça. Qu'est-ce que tu fais là? On a 5 000 challenges challenges encore pour toi. toi. De te reposer. Et là, tu demandes encore du boulot. J'ai dit, écoutez, un MBA m'irait bien. J'ai postulé pour l'ESSEC et j'ai été acceptée pour le MBA à l'ESSEC. Très bien, tu as fait le double. Et j'ai été financée par ma boîte. Donc, c'est eux qui ont financé le MBA à l'époque. C'était quoi la spécialisation? Alors, c'était dans International Purchasing Management, le management des achats internationaux. Et franchement, c'est une très belle reconnaissance de leur part. Parce que, en fin de compte, je me suis donnée à fond et ils m'ont
Enfin, ils Valoriser ont à ta été, juste valeur, en voilà, fait. ils ont été vraiment au top niveau par rapport à ce que j'ai fait. Et donc, j'ai commencé mon MBA et ils m'ont proposé par la suite de partir à Dubaï en expat en tant que supply chain manager sur le site de Dubaï. Ça s'est pas fait. Période de Bataclan, Terrorisme. l'attentat et tout, en 2016. J'avais pas encore à l'époque ma nationalité française, moins de 30 ans. Bon, ça a bloqué. Ça a bloqué. J'ai pas pu avoir le visa. Et en même temps, en fait, c'est là où j'ai été contactée par un chasseur de tête ici au Maroc qui me propose de venir au Maroc. Et au début, j'ai dit non parce que je voyais ce rêve au niveau à Dubaï et tout. On avait 2 enfants. Je me suis dit c'est très bien, on peut y aller et tout. Et, euh, et, et puis en fait le visa qui se refusait d'un côté. En fait 5 refus de visa sans avoir aucune explication, malgré la lettre du PDG, du CEO du groupe pour dire elle part avec nous. En fait c'est un poste créé, le contrat, etc. Ça bloquait à Dubaï. Ça a bloqué au niveau de l'ambassade des Émirats à Dubaï, pas de visa. En fait, ils ne donnaient même pas d'explication. Je suis même partie avec la DRH Group au niveau des Émirats pour juste essayer de comprendre. On n'a jamais eu d'explication. Jamais. Peut-être qu'ils avaient un problème avec l'entreprise. Parce que c'est pas Non, normal, un cerveau comme non, ça, non. ils importent, eux. Ils avaient ils ont un site là-bas qui existe depuis très longtemps. Je n'ai jamais eu d'explication. Enfin, Rabbi, il voulait que je retourne. Donc voilà, en fait, mon mari qui me dit, bah, écoute, passe au moins les entretiens. C'était dans une boîte aéronautique ici au Maroc, qui était notre fournisseur en plus, une boîte américaine ici. Et puis je lui dis, bon, écoute, on passera les entretiens juste T'étais pour passer. déçue? T'étais comment à ce moment-là? Ouais, très déçue, très déçue. Et je me voyais plus, en fait, je me projetais déjà à quitter la France pour partir ailleurs. Ça y est, France finie. En fait, il me disait juste, reviens, travaille avec nous, mais j'avais plus envie. En fait, je me projetais sur un poste Ça y est, encore t'étais plus partie, grand. donc il n'y a pas de... Ma valise qui était faite. Et chaque semaine, je me dis, ah ben c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et en même temps, je me dis, mais si seulement il y avait le visa qui sortait, je pouvais partir avec mon passeport français. Et en fait, avec l'attentat et tout, ça a été retardé au niveau de la mairie ou là, je sais plus, c'est la mairie qui donne. Et rien, en fait, c'était le stress, le flou. Qu'est-ce que je fais? Et puis, en fait, la décision, en fait, je passe les entretiens ici au Maroc et je me dis, bon, ben, il faut faire le saut. C'est le Maroc qui t'appelle. Et jusque-là, tu avais envie de rentrer au Maroc avant? Non. Tu projetais? Voilà, Pas du tout. pas du tout Pas du tout. prévu. Mon mari, oui, il voulait rentrer, mais en fait, je lui disais, c'était pas le bon moment. On attend un peu. Et du coup, en fin de compte, je suis rentrée avant lui avec les 2. Parce qu'il n'avait pas de boulot, je suis rentrée 9 mois avant lui. Ouais, t'as préparé le terrain, j'imagine. Franchement, Il est arrivé, valise, je la mets où? oui. Et, Donc voilà, beaucoup de péripéties pendant mais beaucoup de challenges en Wow. fait qui ont été relevés. Putain, tu m'as raconté trop de trucs. J'ai vécu ta vie en fast forward là. Bah écoute, moi ce qui m'a interpellé au début, c'est quand tu as dit que tu étais très bonne dans tes études, tu étais première de la classe et tout. Il y a des événements hors de ta portée qui se Oui. passent, qui te freinent un peu dans ta lancée. Ensuite, tu te fais refréner par tout ça. Et ce que je remarque, c'est que tu en parles d'une facilité comme si ça n'avait jamais existé. Si, ça a existé, bien existé. Mais dans le sens où, comment tu en parles, je trouve que tu as réussi à vraiment trouver un très bon état d'esprit pour te dire, écoute, c'est là, mais il faut avancer quand même. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est que après être forcé, on va dire, à rentrer au Maroc, aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui vit à peu près la même situation et qui se retrouve ici? Pas malgré lui, parce qu'en même temps, tu as trouvé Oui. du travail, enfin, mais qu'est-ce que tu... En fait, je suis pas rentrée malgré moi parce que j'ai signé ce contrat. En fait, je me disais, c'est une expérience à tenter. Et puis pour mes enfants, apprendre l'arabe et tout. Donc il y a eu, en fait, un chamboulement par rapport au planning initial en fait qu'on a prévu. Mais en fin de compte, je me dis, tiens, c'est mon pays qui m'appelle et c'est peut-être là le bon moment. Mais par contre, le conseil que je donnerais, et moi en fait, je le vis
pleinement, c'est que, je vais le dire, il faut rentrer avec la nationalité. Mm. Rentrer sans nationalité, c'est les soins médicaux ici au Maroc coûtent très, 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 très cher. Et heureusement, en fait, que j'ai ce côté-là, en fait, de sécurité sociale qui me permet, en fait, de garder ce lien. Après, il faut bien planifier l'entrée parce que le retour au Maroc n'est pas aussi facile qu'on le croit. Certes, c'est notre pays, on a vécu ici peut-être ou pas, mais il faut bien le planifier. Je pense que Surtout c'est avec deux partout. enfants, j'imagine. Ouais, c'est pas aussi facile qu'on le prévoit. C'est pas le Maroc de notre enfance, parce qu'on a vécu des choses à l'étranger, on revient, mais il faut prendre un peu de recul et dire, voilà, en fait, ça va pas être facile au début. Et surtout, surtout s'il y a une famille derrière. Euh, et, euh, et en fait, on ne vit pas au même rythme à l'étranger qu'ici au Maroc. Il y a la famille qui invite, il y a, je sais pas, en fait, c'est pas du tout le même Rythme, c'est vrai. tempérament, le même rythme. Euh, on a besoin d'aide ici au Maroc, alors qu'en France, en fait, on était plutôt autonome. Et tout ça, en fait, c'est à prendre en place, mais je dirais surtout structurer et planifier. Et rester Ok. très humble, parce que le Maroc est très C'est vrai, c'est vrai. résilient et très humble. Et je pense que même si on a, enfin voilà, très bien avancé dans notre vie et qu'on a un profil qui est très bien et tout, je pense que le Maroc, il te remet tout le temps dans Ah la oui, oui, réalité et c'est parce qu'on doit s'adapter tout le temps. exactement. Et c'est vrai que En fait, ce que j'ai vécu en tout cas au début, c'est que quand on est en France ou ailleurs, on est plutôt en côtoient le même niveau social, avec des personnes qui ont le même niveau social ou plutôt le même rang social, les mêmes études que toi en général. Euh, En fait, tu vas pas côtoyer des personnes en fait d'un niveau inférieur ou très supérieur par rapport à toi. Ici au Maroc, on cohabite tous ensemble. Tu dois travailler avec un chauffeur, avec une femme de ménage, tu vas parler à des personnes qui n'ont pas fait d'études et tout, et c'est très enrichissant à la fin. Mais en même temps, en fait, on n'a pas cette approche. En général, là-bas, on vit avec nos amis. C'est pas notre famille. C'est nous qui choisissons en fait avec qui on va vivre. Ici, en fait, la vie t'impose de vivre avec ces gens-là et ils sont pas du même niveau culturel ni du même niveau social. Et c'est là où tu apprends ce que c'est que la vie. c'est vrai. Et c'est vraiment très riche. Franchement, c'est ce que je leur dis, Sangoulom, mais on parle à une femme de ménage, on parle à quelqu'un li mawalo et on accepte en fin de compte. Et tu apprends des choses de chez eux. Et en fait, tu te mets en question. Alors que là-bas, en fait, on vit dans un petit nuage où on est juste avec le même niveau que nous. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que en côtoyant ces gens-là, enfin, je parle de ma propre Oui, expérience, quand tu côtoies tout type de personnes au Maroc, ça te remet tout le temps bien sûr. dans le moment présent parce que je trouve que des fois, ils t'apportent une sagesse en plus. Il y a toujours des choses que toi, tu remarques pas dans Oui, ta vie parce que tu es dans le train de la vie oui. et ça te fait aussi remettre en Mais question. clairement, franchement, moi, j'ai appris énormément. Et ces gens-là, en fait, ils ont énormément de choses à apprendre, à nous apprendre. En fait, on est dans une bulle. C'est très bien ce qu'on a vécu parce qu'en fin de compte, c'est toi qui construis ce que tu as vécu en France avec des personnes que tu as choisies et que tu as choisies par rapport à toi, à ton cercle. C'est ton cercle avec qui tu vas prendre un café, avec un resto et tout. Et là, non, en fait, la vie te l'impose. Et tu es obligé d'aller le voir et lui parler et l'écouter. Et si tu n'as pas cette écoute-là, et si tu n'as pas en fait cette La empathie d'aller lui patience aussi. parler, bah, en fait, franchement, c'est là où tu trouves la difficulté parce que les gens vont se braquer. Et c'est Mhm. là où, je pense au début, si tu te braques et tu te dis là, je ne parle pas à celui-là, là, c'est là où tu te mets des Les bâtons contraintes. dans les roues, on va Ouais, dire. ouais. D'accord, ok. Et du coup, je sais ben, à travers Sonia que tu fais de l'impro. Hmm. Apparemment, tu as créé l'association. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a poussé à créer Oui. l'association? C'est quoi son nom? Et enfin voilà, parle-moi un peu. Alors, l'association, en fait, donc, je rentre en fin 2016. Mon mari me rejoint en 2017, mars 2017. J'ai démissionné de mon poste parce que j'ai pas pu m'adapter. Et c'est pas parce que, certes, c'est difficile, même si c'est mon pays, mais comme on a dit tout à l'heure, en fait, je suis rentrée avec une image où j'étais là-bas et j'ai eu beaucoup de connaissances. Et j'ai pas pris le temps d'écouter les autres, de voir en fait, malgré peut-être leur diplôme moins qualifié,
Ils ont des choses à apporter. Donc, en fait, j'ai pris un petit moment où je me suis dit, je vais apprendre à vivre ici au Maroc parce que je pense que c'est de ma faute. Ils ne peuvent pas, en fait, tous réussir et dire que Anali, je suis bien. J'ai démissionné, j'ai fait du coaching. En fait, j'ai été Très bien. accompagnée par une coach. euh, et franchement, et c'est là où j'ai constaté que j'étais dans ma petite bulle. En fait, Et- madame, elle pense qu'elle a toute la connaissance. Le Maroc, c'est autre chose. Descends à terre. Et donc, Donc, tu as parlé de la coach, donc c'était quoi ta démarche? Tu la connaissais avant, on t'en a parlé ou là tu cherchais une coach en fait, je l'ai croisée, en fait, je la voyais au niveau, enfin, sur Facebook à l'époque, les réseaux sociaux, un groupe de mamans, etc. Et j'étais pas bien. Et à un certain moment, en fait, j'ai pris contact avec elle. Elle m'a dit, tiens, viens, on se parle et tout. Et j'ai fait quelques séances avec elle. Je pense qu'on était sur 2 mois. Et là, c'est apprendre vraiment à vivre ici au Maroc. Et à me connaître déjà. Waouh. Créer cette nouvelle... Et nou- comment tu arrivais à le vivre avec les enfants à côté, enfin, tout ce chamboulement, c'était... C'était une pression sociale parce que Putain, déjà, mes parents qui disent mais tu étais très bien en France, tu avais ton poste et tout, qu'est-ce qui t'amène ici en fait et tu démissionnes. Donc cette pression en fait que tu n'avais pas à l'étranger, tu pouvais tout vivre. Là, il y a le regard des autres qui pèse très lourd. On est au Maroc. Et, mais dans ma tête, il me fallait un temps pour moi-même. Certes, les enfants, bon, ils étaient encore jeunes à l'époque, mais mais en fait, il faut créer ce lien avec le conjoint ou le partenaire de vie. Et il a compris que j'avais besoin de ce temps-là. C'était très difficile parce qu'en fin de compte, c'est il une n'y a plus qu'une seule réadaptation, personne. limite, nouvelle adaptation. Mais j'avais besoin de ça. Franchement, j'avais énormément besoin de ça. Et je ne le voyais pas comme un échec. Je dis, ça travaille. Ça travaille et ça mouline. Il faut que je cherche ce que je dois faire ici au Maroc. Donc, ça m'a pris le temps de dire, OK, 4 mois en fait où je j'ai rien fait. Bien. Enfin, j'ai rien fait, j'ai pas bossé certes, mais Travailler ça sur toi, cogitait. quoi. Ça cogitait en fait. Je partais pour visiter le Maroc. Euh, euh, تهضر مع هذا, tu parles à l'autre. Et ça, c'est du travail. C'est du travail Ouais, à faire. il faut être fier de ça parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu arrives à gérer. Oui. Et après, en fait, j'ai vu que j'étais plus ou moins à l'aise et alignée avec moi-même, je me suis dit, ben là, je pense que je suis prête à reprendre le travail. Et en fait, j'ai intégré une boîte pharmaceutique en tant que directeur supply chain et excellence opérationnelle où j'étais à l'aise. C'est une boîte française euh, et j'ai pu gérer mon équipe plus facilement par rapport à la première expérience. Et ça s'est fait d'une manière où c'était un peu quelque chose qui te ressemblait Oui, aussi. C'est oui, bien. vraiment. En fait, j'ai toujours besoin d'un petit moment où tu rebondis un peu. Et là, ça se passait super bien. Je m'éclatais. Franchement, je m'éclatais dans ce que je faisais. On a vécu le Covid, alors que J'allais franchement, te poser cette question. j'étais dans l'automobile. J'ai fait du médical avec Géant Electric Healthcare et puis aéronautique. Et là, je débarque dans le pharmaceutique, truc. À chaque fois, je changeais de domaine et j'aime bien en fait. J'adore l'aventure. Et là, j'arrive, je suis la seule ingénieure dans le comité de direction. Et qu'est-ce que je vais faire? Et Et comment tu arrives à t'adapter de milieu en milieu, de domaines très en fait, différents? quand tu fais de la supply chain, c'est partout. En fait, il faut sortir un produit à la fin. Il faut Ok. connaître le process, bien sûr. Il y a des normes qualité, il y a un process, il y a des choses en fait à connaître au niveau de la boîte. Mais après, au niveau, on va dire, outils de mon travail à moi en tant que supply chain ou logistique, ça ne change pas grand-chose. En fait, c'est les mêmes bases. On travaille sur les mêmes bases où il y a de l'approvisionnement, relations clients, relations fournisseurs, gestion de la production. Donc, et c'est ce que Ok, c'est des j'explique. blocs en fait que toi tu... Voilà, et quand j'étais dans le pharmaceutique, j'arrive, je leur dis, moi, ça ne me fait pas peur, votre matière première, principe actif et tout ça, je vais apprendre. Et je vais avoir l'humilité d'apprendre de chez vous parce que je ne connais rien. Je ne sais pas ce que c'est que la direction médicale et pharmaceutique. Je ne sais pas ce que c'est qu'un médicament. Diabète, hypertension, je connais juste 2 noms. Mais faire des nomenclatures, produire un produit, etc., c'est le même process, que ça soit pour faire c'est une recette en fait, en fin de compte, pour faire C'est du bon un sens, la gâteau, logique aussi. une pièce aéronautique ou un médicament. C'est une nomenclature que tu composes. Il faut bien sûr respecter les normes qualité, il faut respecter tout le process. Et puis tu sors le produit où tu vas avoir la satisfaction Comment client. tu Tu vas avoir simplifies les choses? Ah mais enfin, faut pas compliquer les choses.
Et donc, Raison. et franchement, au bout de 2 mois, j'étais là dans le bain. Les principes actifs, je les connaissais par cœur, les mots barbares de leur truc. J'avais une facilité à. Mais parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Dans la supply chain, c'est quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de calculs. Il y a beaucoup de calculs, beaucoup de statistiques, beaucoup de prévisionnels clients, etc. Et ça, c'est moi. Et du coup, quelle que soit la Tu as recette cette que tu confiance aussi de ton passif matheux et tout qui te donne cette... tout est je gère facile. les Ouais. chiffres. Je m'amuse avec les chiffres. Après, la recette, on la changera. S'il faut mettre de l'huile, de la graisse à la phrase d'une poudre médicale, je ne suis pas en train de réduire un secteur par rapport à l'autre, mais au contraire, quand tu as une base qui est solide sur le reste, en fait, tu peux t'adapter à n'importe quel domaine. En fait, en tout cas, c'est comme ça que j'approche en fait mon métier parce que j'adore ce que je fais au niveau de la supply chain. C'est quelque chose qui me parle, c'est des chiffres, c'est de la stat, des probabilités et j'aime beaucoup. Donc voilà, toujours dans le pharma et Covid. On vit une époque Covid assez tourmentée parce qu'on est dans le pharmaceutique, les médicaments, on les produisait à bloc. Donc moi, je partais bosser tous les jours parce que la production T'as pas vécu continuait. l'arrêt On travaillait du 3x8 en usine, on ne s'arrêtait pas. Samedi, dimanche, je pense que c'est le secteur qui a le plus bossé pendant le Covid. Et là, je finis la période de Covid, les compétitions sportives qui commencent petit à petit. Il y avait un raid. Il y a un raid en fait qui s'organise tout le temps à Dakhla, qui s'appelle Sharabia, et que j'avais vu en 2018 quand j'ai intégré le pharma et que je voulais faire. Et puis en fait, c'était le début de l'expérience, période d'essai, je me suis dit ça se fait pas trop. Et là, je vois en fait l'édition qui s'annonce après le Covid. Je me dis tiens, c'est peut-être l'occasion. Je vais peut-être prendre une petite pause encore pour réfléchir. C'est sur 5 jours, c'est 290 km, canoë, kayak, vélo, course à pied et descente en rappel d'une montagne. Et du coup, je le fais. Non, j'ai envoyé un mail. En fait, ça se fait en binôme. C'est une course féminine. J'avais pas de binôme et j'envoie à l'organisatrice. Je lui dis, je vais le faire, sauf que j'ai pas de binôme. Elle me met en contact avec une personne et ça se trouve que cette dame-là, c'est la femme de mon cousin. Donc Très bien. on a cherché des sponsors et tout. Je fais ce raid. Et en fait, c'est un raid solidaire où tu cours pour une association. En fait, si tu gagnes pas pour toi, tu gagnes pour une association. C'était laquelle? Et donc, j'ai dit, vu que j'ai la sclérose en plaques, s'il y a une association de sclérose en plaques au Maroc, je soutiendrai cette association. C'est l'occasion. Je pars voir ma neurologue ici au Maroc. Je lui dis, je fais un raid. Est-ce que tu me l'autorises déjà en fait côté santé? Elle m'a dit, vas-y. Et est-ce qu'il y a une association au Maroc de sclérose en plaques? Elle m'a dit, tout ce qu'il y a ne mérite pas d'être soutenu. Je veux que tu crées l'association. Avec ton mindset, avec ton approche par rapport à la maladie. Je lui dis, mais c'est pas possible. Meilleur ambassadeur. Je lui dis, j'ai 3 gosses parce que j'ai eu un 3e en 2019 quand je suis rentrée au Maroc. Avec beaucoup de soucis de santé après qui sont manifestés, mais que je laisse de côté. J'ai un poste qui me... Ça, c'est ton coach qui te dit ça? Non, c'est mon médecin. J'ai mon boulot, mes enfants, et tu me demandes de créer une association, Zana, ça fait beaucoup. Elle m'a dit, écoute, va faire ta course et on en parle après. Je fais cette course-là et je pense que je n'ai jamais pleuré autant. Tous les jours, c'est 5 jours, en fait. Donc, on était 80 femmes. On était toujours, en fait, avec les masques et tout, parce que c'était en février 2021. Mais distanciation, en fait, on n'était pas on était dans le mood sport et tout. Et là, chaque binôme de femmes courait pour une cause qui lui tenait vraiment à cœur. C'est soit les femmes battues, soit c'est les enfants, soit c'est le cancer du sein. En fin de compte, j'ai couru pour une association. C'est magnifique l'expérience, j'imagine. Ouais, j'ai couru pour une association du cancer du sein, les Amis du ruban rose, que j'adore sa présidente parce que c'est en fait grâce à elle que j'ai intégré cette course-là parce qu'on n'a pas eu de sponsor. Et je lui ai dit en fait voilà, j'ai une CEP et tout et je pense que je vais créer une association. Elle m'a dit tiens, je t'emmène avec moi, je t'embarque. Même si tu n'arrives pas à trouver de sponsor, vous partez avec moi. Mais je pleurais. En fait, je voyais surtout une dame qui m'avait vraiment marquée. Elle n'était pas du tout sportive et elle portait le t-shirt avec la photo de son fils
qui est décédé d'un cancer de leucémie, en fait, et cancer du sang. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de collecte de dons de sang au Maroc. Et du Encore coup, en fait, le cas, oui. jusqu'à le cas, en fait, malheureusement. Et du coup, en fait, elle a créé une association au nom de son fils. Et je la voyais, en fait, comment elle galérait. Et à la fin de chaque étape, qui pouvait durer 7-8 heures, les étapes, parce qu'on était dans le sable et tout, elle sortait le t-shirt de son fils. Et je dis, mais c'est pas possible. Comment ces femmes sont battantes, comment elles sont des guerrières et tout. Et moi, puis, il m'a remis sur mes jambes. Et je veux rien faire pour d'autres personnes qui ont la même maladie que moi. Je dis, mais si, je vais la créer, cette association. Je pleurais tous les jours et je disais à la femme de mon cousin, je te promets, je rentre au Maroc. Je ne sais pas comment faire, mais je créerai une association de CEP. Et j'appelle ma neuro, je lui dis, je te promets, j'ai compris le message. Je fais cette association pour toi. On arrive au Maroc. Et elle m'a mis en contact avec une autre personne qui a la sclérose en plaques, un mec hyper fou, très positif dans sa tête, plus que moi en fait, plus âgé, il a la cinquantaine et prof de salsa, hein, ça se voit même pas sur lui. Et là, je lui dis, on va créer une association, mais je ne veux pas une association où on pleure, où on se lamente sur notre sort. Je lui dis, je connais rien sur la CEP et on va faire un truc juste nachat. On oublie, Danser, c'est... sport, machin. Il me dit, ok, on est alignés sur les causes. Et allez, on trouve le nom de l'association. Le nom de l'association, j'ai dit, par contre, je ne veux pas un acronyme Association marocaine, ça fait AM. J'ai dit un truc qui tape à l'œil, qui donne envie. Et c'était en avril. J'étais en train de dormir, je me réveille. Je dis à mon mari, C'est souvent ça aussi, les demain, idées. je lui dis, s'épanouir. Quand tu te réveilles demain, tu me dis s'épanouir. Et j'ai dit, c'est ça, la CEP et s'épanouir. Ah, ok. On peut s'épanouir malgré la CEP. Nice. Donc, on a Ça appelé prend la... tout son sens. Ouais. Et j'aime beaucoup jouer avec les mots. Donc, on a appelé CEP, s'épanouir, pas avec un S apostrophe, mais un SEP. Et donc, voilà, en fait, on crée l'association. Et c'est une association, en fait, qui a 3 ans et demi, qui regroupe des personnes atteintes de la sclérose en plaques. Et c'est là où j'ai découvert ma maladie. C'est là où j'ai vu qu'en fait, c'est des personnes en fauteuil roulant. C'est des personnes qui ont des difficultés à marcher, des personnes qui tremblent au niveau des jambes, des mains. Et je dis, punaise. Mais il avait raison, ce médecin, en fait, qui m'a juste dit, continuez à vivre et ne pas regarder. La force de l'esprit, quoi. C'est fou. Il a beaucoup impacté mon psychique. Et là, je leur ai dit, écoutez, moi, tout ce que je sais faire, c'est courir et rire. On peut, tous les samedis, je suis à la Corniche pour courir. Si ça vous dit, on se retrouve tous les samedis à 7h à côté de Mégarama. Et pour ceux qui peuvent courir, ils courent. Pour ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Ou sinon, je venais juste pour prendre des photos parce que la vue est magnifique, le lever du soleil là-bas. Créer la dynamique. L'envie de venir. Juste sortir de chez soi et rester positif. C'est tout. Et en fait, les gens commencent à venir. 2, 3. Des parents qui commencent à venir, donc ils voient des gens et du coup l'esprit positif qui commence, l'espoir qui est là. Même l'énergie commune. Ouais. Et en fait, c'était magnifique. En fait, tu avais des personnes en fauteuil roulant qui venaient à la Corniche et les autres, les vrais coureurs qui nous voyaient. Est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. Et non. C'était génial, c'était vraiment génial. Et un jour, en fait, je leur dis, mais je constate que la maladie n'est absolument pas connue au Maroc. Les gens souffrent parce que les médicaments ne sont pas remboursés. Comment ils l'appellent au Maroc? J'imagine que personne dit sclérose en plaques. Ils le disent la en français. CEP ou la sclérose en plaques. C'est تصلب الوعي. Non, les gens disent la CEP en général. CEP ou la sclérose en plaques. Et les médicaments qui coûtent super cher, pas remboursés. Difficultés. Enfin, et tout ça, je ne connaissais pas parce que j'avais ma mutuelle avec ma boîte et la Caisse française des étrangers. Donc, et là, je leur dis, j'ai pas envie de partir au niveau de la CNSS, mettre une banderole pour dire sauvez-nous ou prenez-nous en charge, mais on va le faire d'une manière pacifique, intelligente. On va aller au sommet du Maroc. Et porter la pancarte. Et dire qu'on existe. Coucou, la CEP existe. C'est vrai qu'on n'est que 10 000, 15 000, pas autant que le cancer, mais coucou. Elle était venue comme ça l'idée ou là c'était...
Comme ça. En fait, en 2017, quand mon mari il est rentré, euh, j'ai, euh, j'étais au boulot. Il m'appelle un vendredi à 17h. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Je lui dis, je sais pas. Ça te dit de faire Soupral? Je fais un coup de tête. Je lui dis, ouais. Les enfants, il me dit, attends, je lui dis, attends, j'appelle ma mère. Je vais voir si... Maman, est-ce que ça te dérange Maman, ça te dérange pas? En fait, il n'y avait pas encore le troisième, 2017, non, il n'y avait pas encore Salim. Maman, est-ce que ça te dérange pas de garder les deux? Allez, Salama, tu pars où? Je vais faire Soupral. Quoi? Soupral comme ça sur un coup de tête? Oui, oui, oui. On n'avait rien réservé, rien. Donc, on a adapté quatre types de randonnées. Pour les personnes qui n'arrivaient pas à marcher, on a fait une petite randonnée avec des ateliers perlage, coaching, lâcher prise, poterie. Chacun choisissait et trois autres groupes avec 3 niveaux de difficulté différents. L'idée, c'est qu'on était en train de juger qui avait la capacité d'aller vers Soupral et ne pas les mettre face à la difficulté. Ok. Dire qu'en fait, on est dans le même endroit, on partage la même chose malgré le handicap, malgré la difficulté et on y va. Et franchement, c'était top aussi parce qu'on est parti avec un groupe de danse africaine et toujours dans cet épanouissement, cette envie d'être heureux. En fait, et on revenait à casa avec le sourire mais qui remplissait le visage. Et je me dis, mais c'est bon, c'est ça la mission. Ça va travailler encore sur ces personnes-là pour 1 mois, 2 mois, ça va les booster dans leur vie. Et c'est ce qu'on veut. On ne va pas changer le sort de ces personnes-là, c'est-à-dire la maladie, elle est là, elle va rester avec nous à vie. Il n'y a pas de traitement pour l'instant qui soigne. Mais c'est juste l'attitude par rapport à cette maladie qui doit changer. C'est juste dire, en fait, trouver du positif et du bien dans quelque chose qui peut-être te rapporte du mal, même si bon, le mal, en fait, après, c'est à voir la définition du mal. Et voilà, donc là, Emeline en mai, et en octobre, on lance la big aventure. On part à Toubkal. Beaucoup de stress pour moi parce que je sais ce que c'est que Toubkal. Je l'ai fait, je sais qu'il fait froid en octobre. Et Grosse puis, responsabilité très, quand très même. grosse responsabilité. On avait un réanimateur avec nous, malgré tout, en cas de problème. Et c'était le 22 octobre, il y a quelques jours. Ça fait 2 ans en fait qu'on a fait le sommet du Maroc. On était 30 personnes à être arrivées au refuge et 12 personnes Waouh. au sommet de Toubkal. Et ça, franchement, je pense que c'est la plus belle chose de ma vie. Le visage des gens quand tu étais en haut, ça devait être quelque Moi, chose. je pleurais. En fait, on a tous pleuré. Et en fait, je voyais des personnes arriver que je m'y attendais absolument pas. Je me disais, c'est pas possible. Elle, lui, je les voyais, mais en fait, ils sont restés juste dans cette optique que je peux le faire et ça peut changer quelque chose dans ma vie. Et effectivement, on a changé. Et en fait, on avait mis le nom de toutes les personnes de l'association qui souhaitaient avoir leur nom dans le sommet, qui ne pouvaient pas faire le Toubkal, parce qu'en fauteuil roulant et autres. Et on avait le nom de toutes ces personnes-là. On a passé le message que la maladie existe. On est là. Prenez soin de nous. On est 10-15 000 personnes au Maroc, mais on est là et ça touche les jeunes et c'est une des causes du handicap moteur chez le jeune adulte. C'est une maladie à ne pas prendre avec beaucoup de légèreté. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne qui va montrer ce côté-là, parce que je ne veux pas qu'il me bloque, mais elle est lourde et elle est différente d'une personne à une autre. Elle est mal comprise par les employeurs, mal comprise par l'entourage en général, parce que parfois tu te sens bien, parfois en fait il n'y a rien qui se passe. Ça joue beaucoup sur le moral, donc en fait parfois en fait on est... Ouais, mais genre toute la chimie, on va dire, elle est touchée de... Ouais, franchement en fait parfois on est insupportable en fait à vivre et parfois on essaye d'être souriant et tout. Parfois il y a des difficultés à marcher, de la fatigue, beaucoup d'aide. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est très, très, très difficile à comprendre. Je dis pas que c'est la plus grave des maladies qui existent sur Terre, mais elle a beaucoup de conséquences. On doit être sensibilisé sur ça, justement, parce qu'il y a... Et donc voilà, on fait des rencontres, après c'est des conférences, on fait pas mal de choses. Et voilà, donc l'association, quand on a fait ce Toubkal-là, j'ai dit, en fait, pendant cette préparation déjà du Toubkal, un jour on était à la Corniche, je rentre chez moi, je dis à mon mari, je vais quitter Salarié. Je sais ce que je vais faire de ma vie. J'ai toujours voulu entreprendre depuis mon jeune âge, faire quelque chose pour le Maroc. Je lui dis, je pense que j'ai trouvé l'idée. C'est quoi? Je lui dis, je vais ouvrir une salle de sport. Il était en train de dormir. Il ouvre les yeux. À chaque fois, tu le réveilles, toi. Non, il était 8h du matin, sauf que moi je parcourais, lui il reste au lit. Et là, il me dit,
t'as fumé ou quoi? Euh, Qu'est-ce qui te prend? Je dis, non, non, je suis sérieuse, je vais ouvrir une salle de sport pour les personnes à mobilité réduite. Il me dit, pas mal. Je dis, je pense que ça n'existe pas au Maroc. J'ai juste tapé rapidement sur Google, je vois pas. Et là, je lui dis, franchement, c'est une idée qui me ressemble. Et parce que ces personnes-là, on parlait de salle de sport, on ne peut pas y aller parce qu'il y a les marches, les machines et tout. Et je lui dis, je suis sûre que ça leur fera du bien de faire du sport et de se rencontrer dans un espace adapté. Il me dit, écoute, travaille ton business plan et ne me laisse pas tomber, on a 3 gosses. Et c'est bon, l'idée était là. Elle tournait, elle tournait. Ma neurologue, c'est ma meilleure amie, c'est une maman, c'est tout. Je l'aime beaucoup. Je l'appelle et je lui dis, j'ai une idée. Elle m'a dit, écoute, fonce. Je pense que tu es la bonne personne pour la faire et on en a besoin au Maroc. Donc j'ai commencé à contacter en France des salles qui sont adaptées et tout aux États-Unis. Et petit à petit, en fait, en parallèle de mon boulot, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Business plan, j'en ai jamais fait et tout. En même temps, il y a le Tsubra, l'association qui roule, et ma tête qui bouillonne. En fait, l'idée, c'est bon, c'est l'idée du siècle pour moi. Il faut que je la mette en place. En juillet, je quitte le salariat. 2022. Comme ça. Ouais, j'ai dit, c'est bon. J'ai parlé à mon employeur, à mon DG, je dis, je suis quelqu'un d'intègre, si je reste ici, je ne me donnerai pas à fond. Je ne suis pas quelqu'un qui ne se donne pas à fond. Donc j'ai une idée en tête, soit on fait une rupture conventionnelle et tu me laisses partir, soit je vais rester ici, mais je ne me donnerai pas à fond et c'est pas bon. Et on trouvera quelqu'un qui... Et en fin de compte, ben, c'était le cas, j'ai quitté et j'ai commencé cette aventure. Je ne savais même pas comment créer une entreprise au Maroc. En fait, l'idée est là, Oui, le sens, il est l'utopie. là, on y va. Et mais Walou, il n'y a rien. Un business plan qui n'avait aucun sens. Mais je me suis dit, il faut que je me donne du temps pour me concentrer sur le projet. Voilà, en fait. Et je me suis dit, le Tsupral sera le test pour voir est-ce que effectivement quand tu adaptes, on arrive ou pas. Donc, c'était mon test. Et l'association, c'est un test pour voir effectivement est-ce que le sport adapté, quand tu adaptes, fait du bien. Nous, on l'a vu à travers toute l'année. En fait, on a fait des activités. On se rencontre à la Ligue arabe pour faire des séances de Donc, tu as fait tes renfort. petits tests, on va Oui. dire. Et je me suis dit, et c'est cool. Et en fait, et ce qui était bien, c'est que dans nos tests, on avait des personnes qui étaient debout, des personnes en fauteuil roulant, des personnes qui avaient des cannes. Et en fait, c'était le même cours, mixte. Et tout le monde trouvait avait son son plaisir. rythme. Ouais, chacun son rythme et on adapte et ça marche. Et donc voilà, là, je pars au CRI, Centre régional d'investissement, la Chambre de commerce et d'industrie, qui m'ont beaucoup aidé pour créer l'entreprise. Franchement, je n'ai rien fait. C'est leur comptable et tout. Et ça, vraiment, tu dis, bah, le Maroc, il a mis des choses en place. C'est intéressant. D'ailleurs, tu peux nous parler un peu de ça? Comment tu l'imaginais et comment tu le... Je savais pas quoi faire. En fait, ils m'ont dit, il faut que tu partes au Centre régional d'investissement. Ils te donneront des informations et peut-être des idées encore pour pousser. Et là, je pars en fait au Centre régional d'investissement à Kazan et je lui expose mon idée et elle me dit, écoute, il y a différentes manières. Déjà, commence par créer ta boîte. Et là, après ton business plan, tu peux partir à la Fondation Banque Populaire ou autre, Tijari, pour t'aider à faire un business plan. Il y a Intelaka, Crédit Inter. Je dis, ok, d'accord. Donc, je suis allée voir la Chambre de commerce et d'industrie. Là, j'arrive. J'ai été stupéfaite par l'organisation qu'ils ont. J'arrive avec mon projet, je rencontre la directrice et elle me dit, c'est intéressant. Écoute, nous, on a mis en place un système où on a des comptables au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Ils peuvent s'occuper de toutes les tâches pour créer ta boîte, c'est-à-dire le Mehkama, le tribunal, etc. etc. L'administratif. Nous, le statut, on le fait. Demain, tu reviens, après 24 heures, ton statut, il sera fait. C'est quoi, il y aura quoi et tout. Je lui ai tout écrit, il y aura ça et ça et ça. Elle m'a dit, demain à 11h, tu viens. Je t'assure, à 11h, j'arrive. Le statut, il était là. Waouh, je suis au Maroc. C'est important de dire ça parce que pour la plupart des gens qui habitent ailleurs ou la Hada, ils ont toujours cette idée de Maghreb, c'est un peu... Il y a du soutien. Franchement, en tout cas, moi, Mais- de mon expérience, donc la chambre de commerce, le lendemain, statut il était fait. On part pour légaliser avec le comptable et tout. Il dit, voilà, il faut faire des copies. Nanana. Il s'est occupé de toute la paperasse, la domiciliation parce que j'avais pas encore de local et tout. C'est-à-dire le côté, on va dire, administratif, juridique, il a été fait. Je pars en vacances 2 semaines.
tout a été fait. Ma boîte a été créée. Traite. Le local. L'Olympique avec création de nom, tout a été fait. C'est-à-dire, tu payes le service, en fait, qui était franchement pas du tout cher et qui correspondait à exactement ce que j'allais faire sans les problèmes logistiques. C'est un service qui existe et qui marche super bien, qui est super C'est rodé. très bien comme Toute la information. première année, pour la comptabilité de la boîte, vu qu'il n'y avait pas encore de mouvement, c'est eux qui ont géré. Donc, ils te soutiennent, tu parles, ils t'expliquent, parce que franchement, je m'y connaissais absolument rien. Et ils ont même, au fait, je ne sais pas si ça existe toujours, il y a un bureau au niveau de la chambre de commerce et d'industrie, un gars de Tijari, en fait, sur le crédit, donc il m'a expliqué comment faire le business plan, si tu veux passer avec nous, etc., etc. Donc ça, c'était une facilité où moi, tu te dis, tu n'as pas de blocage ou de frein dès le début. Je me dis, Bon début. après, donc, j'ai eu en fait l'information à travers une amie qu'il y a des incubations, il faut contacter Tibu Africa qui sont dans le sport, etc., une association. Peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et il faut partir à l'INDH, à la plateforme des jeunes, de la jeunesse ou des jeunes. Je pars à la plateforme, à l'INDH, la région où j'habite, la région où j'habite. L'arrondissement. Et là, voilà, en fait, tu as un dossier, etc. Et pour les jeunes entrepreneurs de temps, à quel âge, tu as le droit à 150 000 dirhams. C'est très bien, ça fait de l'argent. Déjà, bah oui. Voilà, en fait, tu envoies le dossier. J'ai soumis mon projet, en fait, juste ton idée, là où tu en es, est-ce que tu as ta boîte, etc. Très bien, c'est une étape. Et là, je contacte Tibu et là, il me dit, en fait, on a un programme d'incubation avec l'ambassade des Pays-Bas sur 6 mois. Donc, comment créer une entreprise, t'accompagner sur toute la partie com, digital, business plan, etc. Et à la fin, en fait, il y a un prix de 150 000 dirhams. Il y a 3 prix, 150, 100 et 50 000. Et je dis, ben, oui, on va le faire. J'ai soumis ma candidature. Juste après une semaine, ils m'appellent, ils me disent, il faut préparer un pitch. Pitch? What is this? Il faut parler 3 minutes. Il faut défendre ton projet. 3 minutes pour que ton projet soit pris. Waouh! Ok, des slides, 3 minutes. Avec les chiffres, présentation, j'ai fait le truc, des choses nouvelles pour moi. Tout ça, c'est nouveau. Donc, je faisais des slides à rallonge. Et là, voilà, en fait, je passe le truc, 3 minutes, je parle, je prépare. 2 semaines après, il m'appelle pour me dire, tu as été prise pour l'incubation avec le programme Orange Corner, ça s'appelle. J'arrive en fait à Tibu, j'étais avec des jeunes, des étudiants, où je me voyais en fait, je passe d'un côté directeur et là en fait l'entrepreneuriat te dit, Recommence tout. Humilité. tu reviens en arrière et tu apprends. C'est humilité et résilience et apprendre des personnes en fait qui peut-être qui n'ont pas le même niveau que toi, mais tu es obligé de passer par cette case-là parce que tu as tout à apprendre. Très difficile, franchement très 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 difficile au début. Je voyais que c'était pas le même niveau, mais je me dis, mais en réalité dans l'entrepreneuriat, je suis au même niveau qu'eux. Et sport, j'en fais pour moi, je sais pas comment ça marche. C'est là où tu commences à croiser des gens, tu rencontres du monde. Il faut faire du networking et pour dire si tu veux vraiment que ça marche. Parce que tu peux rester dans ta petite bulle ou dire non, mon idée est la meilleure, mon idée va marcher. Et tu te prends le mur. En tout cas, c'est mon idée. Et là, je dis, et voilà, si je dois descendre au plus bas niveau, je le ferai. Donc, j'étais au plus bas niveau, mais j'étais très fière. J'apprenais à 6 genoux et ma personnalité a pris un coup très, très, très dur. Je me dis, mais c'est pas possible. Mon salaire, je ne l'obtiens plus. Ton mari te disait quoi à ce moment-là quand tu... À ce moment-là, il me dit que tu es en train d'apprendre. Je doutais beaucoup. Je disais, c'est bon, je vais tout lâcher. Parce qu'en fait, tu pars à l'INDH. Au début, tu dis, salle de sport, tu parlais aux gens. Tu peux être sûr que ça va marcher. C'est un centre de kiné. Non, c'est une salle de sport. Et comment ça va marcher? Tu n'es pas coach. Donc, la pression des parents. Aucun encouragement dans le sens, non. vas-y, c'est en fait, très bien, super projet, ça va aider. Et c'est plus les proches qui te freinent à un certain moment. Mes parents, en fait, qui comprenaient absolument pas mon délire. Tu étais bien encore. Pourquoi j'ai le Maghreb, tu es en train de foirer ta vie. Et là, tu passes d'un statut où tu étais très bien avec ta voiture de fonction. Là, il n'y a rien. Je ne demanderai rien du tout. Juste essayer. Et là, en fait, bien sûr, pour ouvrir une salle de sport, il faut avoir un diplôme de coach. Je fais une formation de yoga, coach de yoga. Ma mère, elle était comme le chouchou. Ça, il faut que le yoga. Tu vas voir un psy.
pas possible. En fait, le regard de la société, mon Dieu, jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Tes études, tu les mets où? Quel niveau? C'est fini, quoi. Ton expérience et j'essaye de m'accrocher. Et là, le doute qui s'installe parce que Tu pas te de sens pas local, soutenu déjà. tu n'es pas sûr que tu vas obtenir un prix, le crédit, est-ce que tu le demandes ou pas, combien, etc. Tu sais pas, le loyer, il va, le flou total. Et là, en janvier 2023, j'obtiens donc en pitch pour le programme Pays-Bas avec Tibu et j'obtiens le premier prix. Donc j'ai eu le premier prix d'entrepreneuriat sportif social et je pense, c'est un autre déclic qui arrive. Là, j'ai dit, je Il y a reprends quelque chose confiance en déjà. moi. C'est qu'il y a des gens qui ont cru en toi, c'est bon, ça va venir là. Et là, en fait, j'ai cumulé, donc l'INDH aussi, j'ai commencé. Et là, niveau FTN Wahda, tu passes en incubation de 2 mois. Et en fait, c'est des incubations où tu es obligé d'assister pour avoir le financement. Et le niveau, il était très, très bon. Mais tu es obligé de croiser ces gens-là. Et tu te dis peut-être qu'un jour, tu vas les employer dans ta boîte, etc. Et Fic. fic, mais en même temps, tu es chef, بحالهم بحالك. C'est pas parce que tu t'appelles machin Eli Hada, c'est vous êtes en train de chercher le même financement pour réaliser votre rêve. Tout simplement. Il faut que tu te mettes dans cette... Tu n'as pas assez d'argent pour faire le truc et tu veux avoir le soutien de l'État parce que ton projet, tu veux qu'il soit impactant, et ben va faire le truc. Ça te met sur un autre chemin en fait que tu n'as jamais connu en fait. Franchement, je me disais, je m'en fous de ce que les gens pensent. Moi, je sais ce que je veux. Je rencontre ces personnes-là, je rencontre leurs supérieurs et tout ça, et ça va marcher. Je dis, c'est 2 mois. Eh bien, c'est 2 mois en fait où tu vas apprendre. Et à Nas, peut-être toi, tu vas pas apprendre grand-chose, mais tu vas les côtoyer, peut-être que tu vas les aider. Et c'est ça en fait l'apprentissage. C'est que tu vas leur dire, chouf, هذيك les slides, هذيك la بحال هكا, ou la... Tu trouves toujours quelque chose à... mais tu as une valeur ajoutée, tu apportes. Et avec le prof qui vient pour t'enseigner, en fait, qui a plus d'expérience que toi dans l'entrepreneuriat ou là, je sais pas, dans la finance et autres, ben, c'est une rencontre où tu vas commencer à lui parler. Moi, j'en profitais. Je restais avec eux après la séance. Tu peux, s'il te plaît, me dire où est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que je dois faire? Ah, tiens, je te mets en contact avec Hada, il peut t'aider. Et en fait, tu essaies de sortir quelque chose de bénéfique pour toi. Donc, je ne regrette absolument pas d'être passée par tous ces systèmes-là parce que ça m'a mis en relation avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et qui m'aident jusqu'à présent. Et ces personnes-là, en fait, parce que j'ai une aisance à parler, mais ça s'entend que tu dis, waouh, le projet ديالك واعر. فهمتي واخا tu l'entends pas des personnes dont tu as besoin d'entendre, mais que c'est ce que moi ça fait, il y a quelqu'un qui croit en toi. Et tu Ouais, vois, mais c'est marrant. en fait, trouver le positif quelque part c'est pour booster. Tu vois, moi, regarde لك اللي ما عطاوكش قال لك شو. واش تقدر تعاوني et en fait, tu es de ta manière. Et donc, donc, ce que tu as appris, tu essaies de le transmettre et ainsi de suite. Et donc, voilà, financement de l'INDH. Et puis, fait, avec l'Agence française de développement aussi. Et petit à petit, en fait, j'ai pu lever une grande somme d'argent. Et la salle de sport, et elle a ouvert en Tu l'as septembre. appelé comment? Nabda. Nabda. C'est C'est où? c'est à Rungis. Lundi. En fait, c'est une salle de sport pour tous. C'est pas dédié aux personnes à mobilité C'est réduite. C'est normal. ça la particularité, c'est que l'idée, c'est on est en train de standardiser, de normaliser le handicap. C'est pour tous, mais avec des facilités pour les personnes qui souhaitent. C'est-à-dire, voilà, la salle, elle est accessible, il n'y a pas de marche, les douches sont adaptées, il y a un lève-personne dans la piscine pour accéder à la piscine pour les personnes qui ne peuvent pas descendre les marches. Et en fait, on a du matériel, il est adapté. Où là, en fait, même dans la même machine de fitness que tu trouves dans les autres salles de sport, nous, on a rajouté quelques adaptations. Et j'étais en contact avec des gens aux États-Unis qui m'ont dit, tu peux mettre ça. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que toi, en tant que personne en situation de handicap, tu t'entraînes avec une personne comme toi, comme n'importe qui. Et en fait, ça crée des liens, ça sociabilise, tu casses cette image du handicap, on est comme tout le monde. Et donc, et même pour l'autre, en fait, la personne, entre guillemets, normale, tu l'as mis face à ça, en fait. Et tu te dis, ben, et alors? En fin de compte, c'est des personnes comme nous.
C'est Tu pourquoi en casses la fait, barrière, en fait. pourquoi en fait les dénigrer, pourquoi en fait les considérer comme des personnes différentes. Et en fait, il y a eu beaucoup d'amitiés qui se sont créées. Oh. Il y a même un couple qui s'est formé. J'envisageais pas ça. Et en fait, moi, l'idée derrière, c'était un conjoint en fait ou une conjointe qui est malade, ben, l'idée c'est pour qu'ils partagent ensemble la même activité, qu'ils se retrouvent dans le même lieu et qu'ils peuvent faire quelque chose ensemble. Ou là, un maman et un enfant malade et au lieu de le ramener chez le médecin, bien sûr, elle est obligée de le ramener chez le médecin, chez le kiné, mais ici, elle peut partager un cours de yoga adapté, un cours de fitness, body pump et tout, mais on le fait assis pour les personnes qui peuvent pas se mettre debout. Et ensemble, et ça fait, en fait, on a réussi. Quand j'ai eu la première inscription dans ce mon Wow. défi est relevé. Ça y est, C'est ça ça ce que je commence. voulais. Parce que cette maman, en fait, qui entendait sa fille pleurer chez la kiné, parce que, non, en fait, c'est son moment de détente à elle aussi, parce qu'elle va faire du sport. Donc, elle n'est plus dans l'attente de sa fille. Quand est-ce qu'elle va finir C'est vrai. la adab ديالها. Là, elle voit sa fille s'épanouir et elle aussi, c'est un moment, en fait, elle va se faire du bien, faire du bien pour son corps. Et Win-win. win-win. Et donc voilà, en fait. Et Nabda, c'est une pulsion, c'est Nabda qalb. Ah, C'est une ok. pulsion d'amour, une pulsion d'espoir. Et en même temps, quand je parlais à mon mari, il me dit Nabda, ça veut dire quoi Nabda? Je lui dis c'est pas mal. Je lui dis c'est aussi Nabda. Oui, c'est commençons à changer la perception du handicap, commencer à faire du sport comme tout le monde. Donc quand on dit Nabda, C'est la première pulsion pour vers quelque c'est chose. Nabda, c'est une pulsion, Nabda, et Nabda, commencer à C'est faire le du sport. mouvement. C'est le moment. Et donc, on dit pulse together et yallah nibda, comme tu veux. Nice. Ah, en plus, Nabda. Oh, nice. Yallah nibda. C'est. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien jouer avec les mots. Ouais. Et donc, du coup, si je résume, donc tu as créé la salle de sport et aussi l'impro. C'est ça? Vous En fait, faites les- l'impro, donc Sonia, donc l'association, on fait donc le sport et on fait aussi le rire. l'activité de l'art et la culture. Donc, on va faire de la chorale, on chante, parce qu'il y a des problèmes de mémoire, il y a des problèmes de locution, etc. Donc, ça permet de libérer, Bouger les lâcher cordes prise, et vocales. puis juste s'amuser, parce que en fait, ça, c'est plaisant. On a fait de l'art-thérapie, on a fait de la poterie. Chaque fois, on fait. Et là, en fait, on fait de l'improvisation avec Aïdil Fall et Sonia. Et franchement, c'est top parce que ça libère. Tu es complètement décontracté. Tu dis ce que tu penses. C'est sympa. Et là, en fait, on a commencé l'impro depuis le mois de mai, je dirais. Ok. Et Et tu faisais ça avant ou là, c'était une première pour toi? jamais. Jamais. Et comment Côté tu t'es art, sentie première fois? Enfin, j'aime bien. t'étais à l'aise au début? C'était comment? Bah, déjà à l'aise parce qu'en fait on se connaît, donc t'es pas dans un groupe où tu découvres les personnes à côté de toi. Donc c'est les membres de l'association, on est ensemble depuis 3 ans et en fait on se connaît, en fait, on connaît nos délires. Et puis d'ailleurs en fait Sonia elle me l'a dit, elle m'a dit franchement en fait je vous sens à l'aise. Et, euh, et en fait franchement j'aime beaucoup. On se lâche. Parfois c'est difficile, parfois tu te dis comment faire. Mais, mais ça fait du bien. En fait, on passe 2 heures C'est sympathiques. magnifique. Ouais, On a besoin de ça en fait. C'est ouais, ça, je pense, qui nous donne la vitalité, qui nous oui, donne l'envie c'est ça. de faire des choses. Et donc voilà, en fait, et pour finir, en fait, l'association a évolué. Donc, on a eu beaucoup de prix l'année dernière, des visites du consul de France, l'ambassadeur des Pays-Bas, États-Unis, et tout. En fait, inclusion and diversity, c'est nous. Je veux parler inclusion. Tu m'étonnes, ça fait bouger les lignes ce que tu Ouais, fais. C'est en fait, et là, donc en avril, on a commencé, plutôt en janvier, cette année, en fait, on a commencé à faire évoluer le modèle et on s'est dit, ben, dans la salle de sport, en fait, on n'accueille pas que la sclérose en plaques. Il y a des AVC, il y a du cancer, il y a des enfants IMC. En fait, on a beaucoup de pathologies, en fait, hormis les personnes valides qui viennent s'entraîner, mais on a. Et c'est là où, en fait, je me dis, mais punaise, ce cas-là est beaucoup plus grave que moi. Il faut que j'arrête de me prendre au centre du monde avec ma CEP. Et même pour l'association, certes, on se comprend entre nous parce qu'on a la sclérose en plaques, mais quand tu vois ça, quand tu vois des cas de handicap plus difficiles que le tien, ou des maladies qui sont beaucoup plus contraignantes que la tienne, ou même moins, tu te dis, ben, en fin de compte, pourquoi s'intéresser juste à une pathologie? Pourquoi ne pas s'intéresser au handicap dans sa totalité?
et de dire comment en fait faire épanouir ces gens-là en fait le handicap parce que ils sont dans la douleur. Ces personnes-là, quand j'accueille un enfant IMC qui est depuis sa naissance dans un fauteuil roulant, qui n'a jamais pu faire un vélo et quand il vient, il fait du vélo chez moi, il me dit ah maintenant je sais ce que c'est que la sensation d'un cycliste et il est tout content de venir et pour dire à ses copains je fais du sport maintenant. Je dis, mais en fin de compte, la CEP, c'est peut-être ma raison à moi. C'est la porte d'entrée. C'est ma porte Et d'entrée, là, ça... c'est le cœur en fait qui parle. Mais en fait, c'est toute la cause du handicap au Maroc qu'il faut revoir. Et en fait, comment arriver à cette inclusion dans la société des personnes en situation de handicap. Et je dis, l'association ne va plus rester que sclérose en plaques. On va changer la vision. La vision va s'agrandir, la mission va s'agrandir. En fait, on va viser toutes les personnes en situation de handicap. Et l'idée, plus fort que l'inclusion, c'est faire de la cohésion sociale. Donc, permettre en fait à réunir tout le monde dans le même univers. C'est-à-dire, comme me dit mon mentor, il me dit, on est sur la planète Mars, si tu vois le Maroc, tu vois cette cohésion sociale créée entre tout le monde. Donc, on a changé le nom, c'est plus épanouir, même si j'adore ce nom, mais c'est Nabda Foundation. Donc, on passe à Nabda Foundation qui est toujours avec What is the meaning of Nabda? It's a pulse. Et what is the vision of Nabda Foundation? Is to build a cohesive society. Donc, créer cette société cohésive à travers l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport, l'art et la culture et l'insertion professionnelle de ces personnes-là. Donc, en fait, l'idée, c'est de les insérer, leur donner cette motivation de bosser, de créer leur boîte, pourquoi pas, et de s'intégrer. Cohésion dans la boîte. Donc, en fait, et dans tout, que ce soit dans notre site web de Nabda Foundation ou dans nos murs, dans tout ce qu'on... Tu ne verras à aucun mot le mot handicap marqué. En fait, c'est standardisé. C'est cohésion. Donc, on accueille des personnes valides, des personnes non valides et on est tous ensemble. Tu veux faire du théâtre? Toi aussi, tu es valide. Et tu veux faire... viens et fais-le avec l'autre. Là, on est en train de monter 2 projets dans l'art. On veut faire une chorégraphie inclusive, valide, non valide, où en fait, tout le monde peut danser. Que ça, handicap mental, handicap physique, rien, viens. On est en train de monter un spectacle, franchement, pour mai 2025, ça va être sympathique. Je ne sais pas si tu as suivi un peu les Jeux paralympiques. Si. En fait, à la cérémonie d'ouverture, il y a eu une chorégraphie. C'est ça ce que je veux. C'est ça ce que je veux au Maroc, où tu as des personnes en fauteuil roulant qui font du hip-hop et à côté, ils dansent avec une personne debout. Et changer ce regard-là, tout simplement. Parce qu'en fait, on est comme tout le monde, on n'est pas différent. Et c'est vrai, le regard de l'autre, des fois, il est un peu plus... La personne peut ressentir pas de la pitié, mais genre en mode alors que non. Plus tout le monde va le considérer comme quelqu'un de normal, plus il va se... Bien sûr, il va s'épanouir et en fait, il va avoir cette confiance en lui. Mais avec le mskin, c'est différent. Franchement, moi, je me rappelle très bien quand je suis tombée malade, ça me trouve malade. Ah, mskin, mais c'est vous qui me sakine, parce que moi, je vis. Moi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait 2 fois de souffrage, j'ai fait un triathlon, j'ai fait un semi. Donc... Tu vois le sakine. Vraiment, je suis bien, certes, il y a des difficultés, des hauts et des bas, mais alhamdoulilah, en fait, je me bats comme vous. Et là, en fait, on parle handicap invisible, on parle tous et sensibilisés, mais standardisés, normalisés, on est comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est ça le message. Et donc, le deuxième projet, on refait Soupral. En septembre 2025, si tu veux venir. Et cette fois-ci, il n'y aura pas que la sclérose en plaques, il y aura des volontaires, des valides, des non-valides, et on monte avec une joëlette. C'est une joëlette, c'est pas le ça, une personne. Une joëlette, ça s'appelle. Okay. C'est arrivé, c'est comme un carrosse en fait, et tu pousses cette personne-là jusqu'au... Ça existe. Alors, pancarte aussi, à la fin? Nabda Foundation, Building a Cohesive Society. Franchement, avec grand plaisir. Je pense que l'aventure humaine, elle doit être assez incroyable. Franchement, nous, on l'a fait juste sclérose en plaques et c'était quelque chose. Peut-être ça sera l'occasion. En septembre, on s'entraîne. Avec grand plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, on est en train de faire aussi on veut faire, tu vois, les fresques de Casa, les peintures que tu vois un peu partout. On veut faire un mur fait peint par des personnes inclusives, valides et non valides, des personnes en situation de handicap qui
qui réaliseront du street art. Et vous avez les endroits où la On est en train de voir avec l'association qui fait ça pour monter le projet ensemble. Putain. Donc, tu viens comme tu es. J'ai trop le Brexit, je t'ai Brexit. McDo a développé comme Mais c'est exactement ça, c'est McDo. Viens. Tu veux danser, tu veux bosser, viens. Tu veux rigoler, tu veux faire du sport, on est là. Putain, C'est, c'est fou. Et franchement, genre, en écoutant ton parcours qui est impressionnant, franchement, genre, je ne m'attendais pas à cette rencontre et je suis très surpris. Il n'y a pas une recherche de autre chose que il faut faire quelque chose pour cette cause-là et tu donnes tout pour Ouais. la cause. Et c'est là, en fait, je pense que je te rejoins dans tout ce que tu as dit. Et ce que je dis à mon mari, je pense que j'allais jamais faire ça si j'étais restée en France. Et le retour au Maroc, parce qu'il t'ouvre ces opportunités-là. Et on a un pays, mais vraiment très riche, et qui te donne l'opportunité vraiment d'avoir cette liberté, mais il faut savoir la saisir. Et avoir cette confiance en soi, en fait. Je ne l'ai pas, en fait. Je t'avoue, en fait, je sais pas. Mais on peut être bien entouré au Maroc, c'est-à-dire on a des personnes très compétentes, on a des mentors, on a des consultants qui peuvent vraiment apporter beaucoup de bien. Il suffit de les chercher et garder cette motivation, en fait, garder cet petit instinct en fait, que tu as au début, l'idée, la vision que tu as, comme tu dis, que tu as au début, l'envie, et puis chercher en fait qui pourra t'accompagner. Et on a tout au Maroc pour le Mais faire. bien sûr. Et franchement, je suis très contente de mon retour au Maroc parce que je me dis, j'allais être d'une monotonie, peut-être avec un très bon salaire, avec tout ce que tu veux là-bas, mais Ça une suffit pas. monotonie, mais Mm. déprimante. Et je te rejoins parce que moi aussi, genre, j'aurais jamais fait ce concept si j'étais pas Oui, rentré. Et tu n'en as pas, genre, j'ai pas spécialement choisi de rentrer. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et très content parce que ça te remet dans autre chose, ça ouais, te crée un nouveau chemin qui te ressemble en fait. ouais, Et donc, on arrive un peu à la fin de oui. l'épisode. Et j'aimerais te poser cette question. Bon, tu en as un peu parlé dans tout le podcast, mais que représente pour toi le succès non linéaire? Donc, pour l'expliquer, enfin, je ne sais pas si tu Oui. connais un peu ce que c'est ou si tu veux que je Vas-y, t'explique. explique. Alors, en fait, le succès linéaire, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui est palpable. D'accord? Mm. Donc, c'est étudier, réussir, de l'argent, enfin, toutes ces choses-là, cette réussite linéaire, on va dire. Et le non linéaire, c'est tout ce qui est interne à nous, c'est-à-dire tout cet investissement personnel qu'on met à l'intérieur de nous pour gérer nos émotions, pour gérer tout notre intérieur. Et qu'est-ce que ça représente pour le succès dans ça, par exemple? Dire que j'ai réussi, ça va être très... Le chemin de... Ouais, c'est c'est ça en fait. Tu veux savoir est-ce que il y a eu un succès dans tout ce que j'ai accompli et tout? Oui, en fait, le succès, je dirais déjà, c'est de franchir la ligne du salariat vers l'entrepreneuriat. Déjà revenir au Maroc. Euh, Dépasser tous les a priori qui peuvent être ici au Maroc, oui, tes études, etc. Et être aligné avec soit ce que tu veux, parce qu'en fin de compte, certes, on a eu cette éducation en fait où tu dois faire ça et ça, le succès linéaire dont tu parles, mais est-ce que vraiment ça te rapporte quelque chose intérieurement? te nourrit. Moi, ça me nourrissait plus. En fait, il y a eu cette période Covid où je me disais, c'est pas ce que je veux faire. Je suis comme tout le monde en fait. Ok, je gagne ma vie, je fais travailler une usine. Il y a des patients en fait qui achètent des médicaments qu'on produit, mais what else? Moi, Euh, dans l'histoire, c'est... En fait, c'était très monotone, très basique, très basique. Et je cherchais une aventure. En fait, je suis quelqu'un de très, très aventurier. Je me lance partout. J'ai pas peur de l'inconnu, même s'il me fait très peur, mais en même temps, en fait, je sais pas. Et mais je me jette et je me dis, bah, euh, il est où ce rêve-là, en fait, que tu voulais faire pour ton Maroc? Parce que j'avais eu beaucoup d'idées bien avant. Faire un musée marocain qu'on appelle le Moroccan Museum, enfin, un truc, mais qui n'avait rien à voir avec mes études. Je me dis, mais peut-être que tu t'es pas faite pour être ingénieure. En fin de compte, les maths ne me servaient pas à grand-chose. Et donc, il y a eu des succès, en fait. Tu dépasses le regard des autres et tu te dis, tu te concentres sur toi-même. Toi, qu'est-ce que tu veux?
Et après, il faut savoir ce qu'on veut, parce que c'est compliqué. Mais rester sur la vision. Moi, la vision, c'est faire quelque chose qui va apporter du bien pour ces personnes en situation de handicap. Là, franchement, c'est devenu ma cause. Je me dis, si je peux vraiment contribuer juste à petite échelle, être ce petit colibri qui va ramener une petite goutte et dire, OK, tu leur as donné du sport, tu leur as permis juste de rigoler. Hada, c'est très bien, parce que c'est pas mon boulot à moi toute seule. L'État est là, il y a des responsables, il y a des gens plus experts que moi, mais en tout cas, mon vécu, Ma part. ma part, elle est là. C'est l'épanouissement de ces personnes-là. Et si je peux contribuer encore plus à grande échelle, ben je suis là pour ramener encore plus grand succès. Ok. Et du coup, je passe à des questions Oui. aléatoires, hein. C'est quoi le dernier livre que tu as lu qui a créé un déclic en toi? Le dernier livre. Ou le dernier déclic Ok, en fait, Sophie mon amour, je l'ai relu 3 fois. J'aime beaucoup ce bouquin. Euh, il a déclenché quelque chose. C'est ce côté spirituel où il parle beaucoup de résilience, beaucoup de cette foi-là, de cette acceptation. Et en fait, je garde tout le temps des phrases, je ne les mémorise pas, mais ça fait quelque chose en moi, ce livre. Euh, D'ailleurs, en fait, j'avais vu à la création de l'association, c'est bizarre en fait comment le hasard fait les choses. Euh, une pièce, ça a été fait par, comment il s'appelle déjà le mec? Hassan Jay. Il a fait cette pièce Sophie mon amour, mais il l'a adaptée à l'époque contemporaine. Magnifique. Franchement, je ne sais pas s'il le fait toujours, c'est au complexe culturel d'enfants, à voir? mais vraiment, en fait, mais apporté à notre époque contemporaine, à la culture, c'était génial. Ce livre-là, en fait, c'est un Si tu livre l'as de lu trois chevet. fois, c'est que... Et en fait, tout Elif Shafak, en fait, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire Elif Shafak. C'est son écriture, ça me donne, ça me booste, ça me donne envie de donner. Et en fait, sur les derniers livres que j'ai lus, je me rappelle plus du titre parce qu'il y a beaucoup de chiffres, c'est 48 minutes, etc. C'est le temps en fait où l'âme, avant de mourir, en fait, ton âme reste, tu es conscient pendant Un petit je sais moment. pas, 11 minutes, 48 minutes, 48 secondes, je me rappelle plus exactement. Et là, en fait, elle parle de causes en fait humaines qui impactent notre société. Elle est en Turquie, mais là, on est au Maroc, prostitution, handicap, malheur et tout. Et tu te dis, mais juste change le mot et approche-le d'une autre manière ou change le contexte du pays et ramène-le au Maroc et ça parle. Et j'aime beaucoup, Très c'est bon. Et quelle personnalité t'a influencé dans ta vie? personne ou personnalité. C'est comme tu veux, je te laisse le choix. Qui t'a... Personnalité. Quand j'étais petite, c'est Mère Teresa. Oh, ça se rejoint là. Putain, il y a beaucoup Et, de et tu si. et là, quand j'ai commencé le projet, j'étais avec mon mentor. En fait, j'étais en train de parler et quand on a changé vers Nabda Foundation, j'ai commencé à sourire. Il me dit, pourquoi tu souris? Je lui dis, tu sais, quand j'étais Je petite, le sens. j'adorais voir cette Mère Teresa. J'adorais voir ses actions. T'es Mère Aziza. Aziza, je vais le dire. Je dis pas à ce point, mais je sais pas, une personne qui m'a beaucoup marquée quand j'étais petite. Personne, il y a, je dirais mon père. Mon père parce que je suis pas très proche de lui, mais en même temps c'est un modèle parce il est dans l'entrepreneuriat et j'ai vu comment en fait il se bat tout le temps pour sa boîte. Et en fin de compte, j'ai suivi son chemin. Même si, en fait, il ne comprend pas ce que je fais, C'est parallèle sans être... même si en fait, je pense qu'il n'est pas dans le soutien, on ne se parle pas beaucoup, en fait, mais j'ai suivi son chemin, en fait, parce que je l'ai vu, en fait, quand j'étais petite, en fait, même en étant fille, j'adorais bricoler, j'adorais faire la même chose que lui. J'étais très masculine, les maths déjà. Et puis, non, réparer des choses à la maison et tout, en fait, non, c'est pas lui, c'est moi qui vais faire, avant qu'il vienne. Genre,
Je suis capable. Mhm. Et en fait, Il y avait cette envie de j'ai prouver. 4 frères. J'ai 4 frères plus grands que moi. Donc, C'est je toi voulais l'homme. prouver que j'existe. Et donc, je pense que c'est la personne qui m'a le plus marquée. Il y a mon mari, parce qu'il a un rôle très, très important dans ma vie. En fait, il m'a soutenue, il me soutient toujours. Il a vécu avec toi Euh, toutes les étapes en plus. tout, tout, tout. En fait, la maladie, au début, en prépa, On lui passe le bonjour s'il nous coucou regarde. Mehdi, je t'aime. Et il est toujours là. En fait, même si il me dit, je pense que là, t'es parti loin, mais il est toujours dans le soutien. Euh, Il te et donne des indicateurs, mais sans pour ouais, il autant est très influencer. pragmatique et il est très, très pragmatique et il a beaucoup de bon sens. Donc, je sais que quand il va me dire, Aïssa, là, arrête, Tu sens que ça stop. fait ta... Et même quand je fonce, je lui dis non, t'as pas raison. Je sais qu'il a raison à la fin. Et c'est quelqu'un vraiment qui. Je voudrais bien être un jour comme lui parce qu'il se prend le temps. Et moi, je suis plutôt. Je fonce, l'aventure et tout. Lui, il calcule et il prend son temps. En fait, c'est un Temporise. yin et un yang en fait, dans la maison. Et c'est difficile en fait d'avoir ces deux tempéraments parce que je lui dis non, il faut aider, etc. Si ça tenait qu'à moi, je sais pas ce qu'on allait faire. Et lui, en fait, il temporise. Non, stop, il faut faire. Mais il est toujours suiveur. C'est-à-dire, tu veux démissionner? Ok, vas-y. Je vais galérer un peu, mais vas-y, fais-le. Je prendrai la responsabilité. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, ça va être très dur avec 3 gosses. C'est On une est très au bonne Maroc. équipe, ça. Mais je te soutiens. Et même dans les moments les plus durs, il est là. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde parce que j'ai un caractère très, très, très difficile, têtu. Et il est toujours là. Donc, je dirais. Et là, j'envoie un petit coucou à une autre personne, enfin, très discrète, mais c'est mon mentor. C'est la personne qui me suit là depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ou dans le projet Nabda Foundation et tout. Euh, il est aussi posé que mon mari et il soutient. Il a beaucoup de contacts et il me met dans le droit chemin pour avancer. Et, et c'est là où je rejoins. L'entrepreneuriat, tu ne peux pas être seul. Il faut toujours être accompagné. Certes, c'est ton idée, c'est ton business, c'est tout pour toi, mais aie cette intelligence ou cette résilience de te faire accompagner par des gens qui ont plus d'expérience que toi et enfin, plus d'outils que toi. Et vraiment, en fait, cette personne-là, je peux l'appeler à minuit, il me répond. Et c'est pas donné à tout le monde d'être mentor parce qu'en fait, on voit beaucoup de personnes qui font du n'importe quoi ici au Maroc et j'en ai fait l'expérience. Mais lui, en fait, il maîtrise. Tu es dans le social, c'est quelqu'un qui connaît le social, c'est quelqu'un qui sait comment approcher ces personnes-là. Quand je vais faire un pitch, il faut faire ça, il faut faire ci. Et ça, c'est quelqu'un qui m'inspire parce que quand je suis en train de présenter ou quand je suis en train de faire quelque chose, je me dis, et lui, en fait, il aurait fait quoi à ma place? Il a créé un nouveau tiroir dans ta tête Ouais. que toi, tu n'avais pas. Est-ce C'est ça que aussi. il aurait fait comme ça? Est-ce que, à ton avis, ah non, attends, soit je l'appelle, et il faut avoir aussi cette humilité de dire, je vais l'appeler, même s'il a le même âge que moi et tout ça, mais il est plus expert en fait. Et où là, tu te dis, ah, Mais ça lui, fait il rien de aurait fait ça. demander Non, aussi de l'aide. non. Et franchement, je l'adore. Enfin, il est tout le temps là. Et je pense que toutes ces réussites, je les dois à ces deux personnes-là. Et cette force que mon père me donne De loin. de loin. Même si il part, en fait, mais je sais qu'il me soutient en fait. Il se dit, elle est folle. Il adhère pas. Mais au fond, je pense qu'il est fier. Mais je pense que c'est ça aussi, les parents, enfin les pères, on va dire marocains en général, c'est ce côté où il t'aime et il pense beaucoup à toi, mais il va jamais te le dire, tu vois. Mais je Mais pense que ça doit être le fan numéro un, tu vois. je pense, mais bon, en fait, je pense que je le comprends au fond de moi. Je fais pas attention, j'avance. Et alhamdoulilah, en fait, il y a de belles choses qui arrivent, en fait. J'ai été sélectionnée pour un programme aux États-Unis. Il y a de très, très belles choses. Des choses inattendues. Mais tu es actrice de ton avenir dans le sens où Alhamdoulilah, en et fait. tu as avec toi une cause qui est, tabarakallah, Après, ce que voilà. ça va donner, I don't know. Écoute, Mais ça le va Maroc donner ce a que ça va donner. ouvert beaucoup de perspectives. C'est faux. C'est pas dans tous les pays qu'on voit ça.
Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de solidarité au Maroc. C'est Trop. incroyable. Ça fait Trop. partie de l'identité C'est marocaine. un, ماشي c'est un كنديروها terrain بالعاني على nu. المغرب. Et la dernière fois, je te jure, en parlant de solidarité, je regardais un podcast et il y avait un avocat qui parlait. Et il parlait de ça justement. Il a dit, regarde le Maroc en termes de solidarité pendant le séisme. Mm. Comment Chab il s'est entraidé. Oui, Tu oui, vois. oui. Et il disait que par exemple, bah, si on a envie d'aider des secteurs de la santé, de la culture, etc., il faudrait que par exemple l'État ouvre un fonds pour les citoyens et libérer il met Mm. l'argent dedans. Mais c'est le compte des citoyens, tu vois, indépendant de... C'est ça. Et tu te dis, il faut arriver à stimuler cette Bien sûr. solidarité qui est l'essence même de l'esprit marocain. Tu vois. Exact. Et c'est bien parce que... Mais moi, et- je le vois, cet esprit solidaire, parce que dans le milieu associatif, franchement, en fait, il y a tout un écosystème et il faut juste demander, Ada, les gens aident. Tu as des fondations, en fait, même qui un contact, un t'accompagnent. truc, Ah, un couche. ouais. Au Maroc, en fait, ça. c'est l'esprit cool, en fait, tu demandes, et puis il faut juste être aimable, et puis bienveillant, C'est vrai. intègre. Ce que tu as appris depuis que tu es rentré, le côté où Ah, savoir parler à tout le monde, c'est ça. C'est ça. c'est ça, Et connaître tout le les monde- codes, on va Tout le dire. monde peut t'apprendre ici. C'est vrai, c'est un sport national là-dedans. Je suis vraiment. Je suis تهضر spécialiste chez تهضر مع الإحساس مع الgardien ديال الصحة, je te jure, il a des choses à t'apprendre. Je te jure. Bah écoute, Aziza, c'était un plaisir Pareil. d'écouter un peu ton parcours parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Je pense que les gens ils vont vraiment adorer cet épisode. J'espère. Et comme à la fin de chaque épisode, je demande à l'invité, et que tu oublies le papier, Oui. la valeur qu'il aimerait qu'on garde de lui et l'empreinte qu'il aimerait laisser derrière. C'était un plaisir. Pareil, vraiment. C'était cool. Super échange et je pense que tu vas inspirer beaucoup de personnes. J'espère Donc, ramener des gens, en fait, qui vont travailler dans ça. Écoute, déjà pour le 25, le 2025, Tchopral, moi c'est sûr, j'y suis. Yes. J'essaierai d'en parler autour de moi aussi. Il y a une capacité, c'est quoi le... Soukral, il prend. Non, mais genre, c'est-à-dire, il n'y a pas un quart qui parle, c'est chaque... on se retrouve là-bas. Oui, en fait, après, s'il y a Très beaucoup bien. plus de monde, on prendra plus Ok. de cas. Avec grand plaisir. Ouais, En merci, tout cas, Jamal. merci. Ouais. Et puis à bientôt. À j'espère. bientôt.